Bonjour, nous sommes le 11 septembre et il va être 16 heures. Je pense que vous allez tous bien rire, du moins ceux qui ont suivi toutes les capsules précédentes sur le thème de l'hémoglobine glycosylée HbA1c, car j'ai failli vous shooter une capsule supplémentaire sur le thème. Je vous dis en 2 minutes exactement de quoi il s'agit, mais je vous rassure, ceci n'aura pas trait à la glycation, quoique seulement 2 minutes, ok? Écoutez bien. J'ai suivi une petite conférence donnée la semaine dernière par un collègue médecin nutritionniste français que je connais depuis très longtemps et qui est très populaire dans ces domaines et qui fait de la médecine nutritionnelle. Je pense pas qu'il se présente comme un médecin fonctionnel, mais c'est un peu la même approche que nous partageons. Et j'ai été très étonné, très déçu pour tout vous dire, très déçu de constater que, entre parenthèses, dans cet exposé qui avait plutôt trait aux pathologies cardiovasculaires, il a déclaré ceci, il a dit tous ces problèmes cardiovasculaires, évidemment, sont associés aussi à l'épidémie d'obésité avec tous ces patients qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Et puis, il s'est rattrapé et il a dit non, prédiabète, c'est un terme désuet qu'on n'utilise plus. Ah, bon. Il dit maintenant, on utilise le terme résistance à l'insuline. Alors voilà, ça c'est encore un convaincu de l'index OMA. C'est une divinité, cet index OMA. C'est érigé je sais pas, c'est probablement le seul index valable qu'il y a encore à faire en médecine métabolique. Il n'y a plus que l'index OMA, qui, il est vrai, est utile pour mettre en évidence parfois les cas débutants, les cas un peu plus subtils de résistance à l'insuline. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait rejeter l'index OMA, je dis qu'il est incomplet et donc quelque part mensonger. C'est exactement ce qui se passe ici, parce que, vous voyez, ce médecin qui est très bon dans ce domaine, mais là je comprends pas, il est pris dans le même piège et il croit à la résistance à l'insuline et il dit prédiabète, ça n'existe plus. Alors que si, je veux dire, la notion existe sur un plan physiopathologique dans le monde entier, c'est reconnu, c'est international. HbA1c, à partir de 5,8% jusqu'à 6,4%, au-delà c'est diabète. Mais voilà, ça n'intéresse pas. C'est encore un médecin nutritionniste, médecine intégrative, médecine fonctionnelle, qui ne veut pas entendre parler de glycation, qui ne veut pas entendre parler d'hémoglobine glycosylée HbA1c, et qui pense que la seule vérité, c'est la résistance à l'insuline. Je suis totalement désolé, ce n'est pas correct. Il y a des patients qui ont un mauvais index OMA, qui font de la résistance à l'insuline et qui ont une bonne HbA1c. Et il y a des patients, et je peux vous dire qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup, j'ai des témoignages qui m'arrivent suite à toute cette série de vidéos, qui ont un bon index OMA, tout à fait irréprochable, et qui sont aux portes du prédiabète, parfois même déjà dans le prédiabète, qui ont une HbA1c de 5,7%, 5,6% pour des gens assez jeunes, 5,7% dans la quarantaine. Ce n'est pas bon, ça ne va pas. Ça va donner du prédiabète tôt ou tard, au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, et s'ils ne corrigent pas leurs erreurs, dont le fameux snack sucré de 16 heures, qui est une grave erreur parce que cela aggrave la glycation, cela conduit vers le prédiabète, et non, le prédiabète n'est pas une notion désuète. Il n'y a pas que la résistance à l'insuline, il peut y avoir résistance à l'insuline, il peut y avoir HbA1c trop élevé signifiant un prédiabète, il peut y avoir l'un ou l'autre, tous les cas de figure se rencontrent, et évidemment, il peut y avoir
les deux, bien entendu, et notamment les gens qui sont en obésité morbide auront souvent les deux problèmes cumulés avant d'arriver au stade de diabète. Donc, tous les cas de figure se rencontrent. Il faut explorer les deux pistes. La résistance à l'insuline, qui, à mon sens, peut être évaluée surtout avec l'insuline à jeun et la glycémie à jeun. Bon, mais l'index OMA, puisque c'est très tendance, hein, ça fait médical. Bon, index OMA, ok. OMA, bon. Mais bon, je sais très bien l'index OMA si vous voulez, mais de grâce, ce n'est pas suffisant pour évaluer le métabolisme glucidique. Et je m'en tiens là. Vous voyez, j'ai déjà consacré 5 minutes. Vous allez me dire, c'est 5 minutes de trop. Et on me dit que je suis obsédé par la chose. Mais regardez, j'avais prévu de ne plus en parler. Puis voilà, j'entends dans cette vidéo qui me dit-on, a été écoutée par 8000 personnes lors de son lancement, dont j'étais, parce que j'aime bien savoir ce que ce médecin dit. Eh ben voilà, non, prédiabète, non, ça n'existe plus. HbA1c, non, c'est quoi ça? Non, ça c'est désuet. Maintenant, c'est l'index OMA. Bon, je me calme, je ne parle plus d'HbA1c. C'est la dernière fois que j'ai prononcé ce mot, vous ne l'entendrez plus, enfin, avant un petit temps. Et maintenant, on va revenir à la saga thyroïdienne, ok? Et aujourd'hui, c'est très intéressant, ça faisait un gros mois, plus, je sais plus combien j'ai fait de capsules sur ce que je ne peux plus dire, donc vous devinez ce que je veux dire par là, mais je ne prononcerai plus ces 5 chiffres et lettres. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, mais il y a de la rébellion. Il y a du Goliath qui n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, regardez, je vous ai fait un Goliath très très beau, et Goliath veut aller promener. Voilà. Et je ne sais pas si je vais pouvoir shooter ma vidéo, moi. Il est très impatient. Je l'ai lavé et brossé hier, rien que pour vous, et il est en pleine forme. Allez, viens. Bon, on va un peu le calmer, il va un peu aller... Oui, allez, va vite faire un petit tour. On va promener dès que j'ai fini la vidéo, ok? Ok, bon, et il fait bon, on va y aller. Alors, ne vous faites aucune illusion, on va y aller, pas Goliath et moi. Nous allons aller, nous trois, parce qu'il y a l'autre candidat aux promenades qui est là. Oh là là, il est fatigué. Mais il a beau être fatigué, peut vous dire qu'il va venir faire la promenade. Ça, c'est certain. Il faut quand même qu'on finisse la capsule avant, ok? Oui, il s'est griffé le nez, il est dans les ronces, il fait une vie terrible pour le moment. Mais bon, voilà, il est la nuit, il est dehors. Et oh là 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 là, regardez quelle fatigue profonde. Enfin, fatigue, mais je peux vous dire que quand même la promenade sera nerveuse, pleine d'étincelles et d'imprévus. Mais bon, j'ai décidé aujourd'hui de shooter dans ma maison, de mon salon, enfin de mon bureau plutôt. Bon, le bureau, le salon, vous avez tout ici, enfin il y a tout est au même endroit, donc c'est là où je fonctionne. Et ceux qui me suivent connaissent les lieux de par d'autres vidéos, voire des patients. Et donc, ça faisait 5-6 semaines que je voulais faire une vidéo spéciale. Bon, c'est un thème relativement compact, c'est pour ça qu'on a eu un peu de temps pour parler au préalable de vous savez quoi, que je ne peux plus dire. Et donc maintenant, on va aborder ce thème bien précis. Je ne sais pas encore exactement comment je vais tourner le titre de ma vidéo, mais c'est le rapport, si vous voulez, entre le réglage fin de la fonction thyroïdienne, notamment chez les gens qui ont un traitement, mais ça peut aussi concerner des gens qui n'ont pas de traitement hormonal et qui peuvent soutenir leur fonction thyroïdienne d'une manière plus naturelle. Enfin, bon, les hormones thyroïdiennes sont aussi naturelles. Ce sont des hormones dites synthétiques, mais qui sont en fait parfaitement bioidentiques. Ou alors on peut évidemment travailler des extraits naturels de glandes thyroïdes, de porc ou de bœuf.
Mais dans tous ces cas de figure où on veut moduler la fonction thyroïdienne, quels que soient les moyens pour y parvenir, il y a un grand intérêt à s'intéresser au sommeil. Donc, thyroïde et sommeil. Voilà, ça c'est le sujet que nous développons aujourd'hui. Et alors, je me suis dit, bon, je vais faire part de mon expérience personnelle, qui est, je pense, assez intéressante à ce niveau-là, parce que, bon, je vous le dis en 2 mots, moi, d'une part, évidemment, j'accorde beaucoup d'importance à la qualité de mon sommeil, parce que je sais que ça a un énorme impact sur la qualité de ma cognition, de mon travail, de mon bien-être le lendemain, et encore plus quand ça s'accumule sur du plus long terme, donc c'est très, très fondamental. Et j'ai appris à mes dépens, en fait, que dès que mon petit traitement, j'ai un petit traitement thyroïdien pour une thyroïdite auto-immune de longue date, dès que mon petit traitement thyroïdien est soit un peu trop dosé ou un peu sous-dosé, baf, mon sommeil profond se volatilise d'une manière vraiment flagrante et alarmante. Bon. Et c'est ça que je voulais vous expliquer sur base de mon propre témoignage. Et moi, je fais mes petits réglages dans les 2 sens. Hein. J'augmente ou je diminue selon mon interprétation. Parfois, c'est pas tout à fait évident. C'est d'ailleurs ça qui est assez surprenant, c'est que les symptômes sont assez proches des 2 côtés de l'optimum. Et ça, c'est une constante pour beaucoup de problèmes thyroïdiens. Ne vous faites pas d'illusions. Même le poids n'est pas quelque chose de garanti. Quand il s'agit d'hypothyroïdie modérée, on penserait que vous prenez du poids si vous êtes réglé trop bas. Eh ben, je vois pas mal de patients, je suis du nombre que quand je suis réglé un peu trop fort, j'ai un traitement un peu trop au-dessus, si vous voulez, de l'optimum, eh bien, il y a une petite prise de poids. Alors, c'est pas compréhensible, je sais bien, c'est pas logique. Bon, il y a des phénomènes, il peut y avoir, je sais pas, de la rétention d'eau, de l'inflammation, Dieu sait quoi. Des boucles indirectes, mais le fait est que si je prends un peu de poids, ça ne m'avance pas. Je peux aussi bien avoir une thyroïde un petit peu en excès ou un petit peu en défaut. Vous voyez, et donc, il y a pas mal de symptômes comme ça, où finalement, on a un doute. On se dit bien que ça a un rapport avec le réglage thyroïdien, mais est-ce que c'est trop ou trop peu? C'est pas si flagrant que ça, c'est pas si évident que ça. Il faut beaucoup de subtilité pour approcher les problèmes thyroïdiens. C'est un de mes messages importants, comme on dit en anglais, take home message. Je fais rire maintenant parce qu'en général, on s'adresse aux gens qui sont chez eux puisqu'on fait beaucoup de visio. Et donc, ils n'ont plus besoin de prendre des messages à la maison parce qu'ils sont déjà à la maison. Mais enfin, j'aime bien l'expression, c'est vraiment un thème fondamental dont il faut bien s'imprégner. Réglage fin thyroïdien, pas évident avec la clinique, surtout qu'il y a la T4 et la T3. Alors parfois il y en a une qui est un peu haute, l'autre un peu basse, et ça va évidemment dans les 2 sens, vice versa si vous voulez, et donc à un moment donné il faut un petit dosage basique sanguin pour un peu s'y retrouver, parce que à un moment donné on peut perdre pied. Mais pour revenir à notre problème de sommeil, je m'étais dit que j'allais vous présenter ça aujourd'hui. Et puis je me suis rappelé des critiques que j'ai eues au sujet de toute cette série de vidéos qui avaient trait à ce que vous savez, et que je ne répéterai donc pas, et où on m'a jeté à la figure au sujet de cette fameuse chrononutrition que, bon, j'ai vraiment voulu descendre en flammes. Je persiste et je signe. Et on m'a dit, ah, mais vous savez, là, au moins la chrononutrition, eux, ils ont des explications physiologiques. Et vous, docteur Mouton, vous n'en avez pas. Bon. Vous allez me dire que je n'ai pas d'explication physiologique. Je pense que c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Mais bon, j'ai compris le message. Quand on voit un livre de X dizaines, centaines de pages, qui explique, et donc avec le pancréas ceci, la vésicule biliaire cela, l'estomac, la digestion, gna, on expose tout un tas
de données de physiologie ou de biochimie à la rigueur, les deux étant intriqués, et voilà, on explique. Mais le problème, c'est qu'à la fin du livre, il n'y a pas de référence, il y a 0 référence. Et des livres sans référence scientifique, c'est une information, c'est pas une explication, c'est une suggestion, c'est une théorie, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire, à mon avis, pas grand-chose. Mais ça peut avoir le mérite quand même d'énoncer une idée, peut-être que d'autres alors vont se mettre à chercher, peut-être trouver des références a posteriori, voire se lancer eux-mêmes dans des expérimentations. On peut prendre, je sais pas, un petit nombre de patients, faire un protocole et voir si on peut apporter des preuves. Mais s'il n'y a aucune preuve qu'on énonce, on édicte des principes physiologiques, désolé. Bon, ça ne me convainc absolument pas. Et ça ne convainc pas les scientifiques, hein. Le monde médical, bon, vous pouvez toujours essayer de venir avec ce genre de truc, ça convainc les gogos, mais ça ne convainc pas les scientifiques sérieux. Bon. Alors, je me suis dit quand même, ce matin, avant de shooter la vidéo, je me suis dit, bon, on va encore être la cible de critiques acerbes. Allons voir sur PubMed s'il y a des publications sur thyroïde et sommeil. Bon, je rentre l'affaire, les mots-clés dans PubMed, j'ai fait tout à l'heure, boum, premier article qui apparaît, le premier, c'est-à-dire le dernier publié, il est là devant vous, je vous le montre, on va essayer de plus ou moins cibler, il est publié le 24 août, voilà. Il y a un peu plus de 2 semaines, 2021. Ça, c'est quand même hein? C'est pas mal, ça. Je sais pas si vous voyez très bien, parce que c'est un peu flou. Enfin bref, 24 août 2021. Titre, Thyroid Dysfunction and Sleep Disorders. En plein dans le mille. Pam! Et donc voilà, je vous ai téléchargé l'article, qui était gratuit, c'est bien, sinon je l'aurais acheté, bon voilà, hein, on ne compte pas quand on aime, et mais il était gratuit, bon tant mieux, c'est publié dans Frontiers in Endocrinology, c'est une revue connue qui est publiée à Lausanne, qui est de qualité, et alors j'ai téléchargé, imprimé, surligné, vous voyez, j'ai travaillé dessus, voilà, tout est prêt. Alors je vous livre les éléments. Et j'en profite pour vous apprendre, puisque je rejette les, entre guillemets, explications biologiques à la noix, je vous explique un peu comment regarder un article. Vous allez trouver des articles, si vous les cherchez, Google, PubMed, Internet, et vous devez un peu regarder ce que ça vaut. Bon, si ça vient de PubMed, c'est déjà un niveau mieux que catastrophique. Si c'est pas sur PubMed, bon, ok, je pense que peut-être mieux le mettre de côté. Mais ici, c'est sur PubMed, mais bon, tout ce qui est sur PubMed n'est pas de haute qualité. Bon, la qualité de la revue, ceci est une bonne revue, on peut aller chercher sa cotation dans les revues, elle est tout à fait correcte, je l'ai fait tout à l'heure, je vous inflige pas ça. Mais on regarde un peu qui signe l'article. Il y a 3 auteurs, Max Green, Victor Burnett, Joseph Chung. Et Joseph Chung, qui est toujours le dernier auteur, est l'auteur principal. Okay, en général, le leader de la publication se met en dernier, au cas où vous ne sauriez pas. Bon, ils sont tous les 3 de la Mayo Clinic. Mayo Clinic. Bon, quand même, Mayo Clinic, un hôpital à Jacksonville, en Floride, mondialement réputé, c'est engageant. Alors, on regarde un peu funding, qui a payé le truc là? Parce qu'évidemment, si vous voyez un article sur un médicament qui a été financé, la recherche a été financée par celui qui vend le médicament, bye bye, pas besoin de dire.
Pas besoin de lire, vous connaissez la conclusion. Parce que si la conclusion était défavorable au médicament, l'article ne serait pas publié. C'est simple. Donc vous savez déjà la conclusion, il n'y a pas besoin de le lire. Je ne dis pas que c'est faux, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez que le funding vient de là. Bon, vous voyez que les conclusions vont être dithyrambiques. Bon. Donc, funding, Mayo Clinic. C'est cohérent. La Mayo Clinic ne vend pas... de toute façon, évidemment, ici, c'est un thème général. Thyroid dysfunction et sleep disorder, dysfonction thyroïdienne et troubles du sommeil. Alors, très important, vous allez voir les conflicts of interest, les conflits d'intérêts. Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui soient présentés. Bon, on ne s'attend pas à en avoir avec ce genre de thème, ok? Ils ne sont pas en train de vous vendre quelque chose, mais je vous explique un peu comment lire un article. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans l'abstract, qui est le petit résumé qui figure toujours en tête d'article et qui, lui, est toujours gratuit, on peut toujours y accéder, ils sont tous disponibles sur PubMed. Par contre, les articles en entier, l'article dans son intégralité, il est disponible ou il n'est pas disponible, ça dépend des cas. Enfin, ici, il était disponible. Et donc, cette petite introduction se termine par une phrase importante que je vous traduis comme ça au pied levé. Ces constatations soulignent l'importance d'identifier et de corriger toute dysfonction thyroïdienne pour les patients qui présentent des troubles du sommeil courants, communs, souvent rencontrés. Et alors, ils en ont objectivé 3. Bon, l'insomnie, évidemment, les apnées du sommeil, donc par obstruction des voies respiratoires, les apnées du sommeil, très courant, surtout chez les gens évidemment en surpoids, surtout liés à la graisse abdominale, abdominale, viscérale, mais pas exclusivement, il y a d'autres causes. Et alors les jambes, le syndrome des jambes sans repos, restless leg syndrome, apnée obstructive du sommeil et insomnie. Et évidemment, pour en tout cas l'insomnie, il y a tout un chapitre sur l'hyperthyroïdie. Bon, ben ça, je ne vais pas vous faire une grande théorie. Quand on a trop d'hormones thyroïdiennes, eh bien, on est agité, le sommeil est plus léger, on se réveille, on a besoin de beaucoup moins de sommeil. L'insomnie est un signe cardinal pour alerter ceux qui commencent à être en petit surdosage dans le cas d'un traitement thyroïdien, ou quand il y a une pathologie qui apparaît, évidemment. Mais pour revenir au cas des traitements, dès que vous êtes un peu surdosé, vous avez de l'insomnie, il faut aller voir si votre traitement est correct, s'il n'y a pas trop de T3, c'est surtout la T3 qui va créer de l'insomnie, mais évidemment, s'il y a trop de T4 aussi. Bon. Mais alors, ce qui est très bien, c'est que, voilà, la rubrique insomnie, mais hypothyroïdie, hein, vous voyez, ben voilà, c'est clairement dit, il y a des publications, notamment surtout celle de Song et collaborateurs. Collaborateur, c'est AL petit point, hein, qui est référencé à la fin de l'article. Donc, vous l'avez ici sous la référence 8. C'est une publication récente de 2019. Donc, c'est pas mal. C'est visiblement plutôt asiatique, chinois, je dirais. Chinois publie énormément et très bien. Le monde s'est ouvert, hein. Il y a plus que les anglo-saxons maintenant, hein, bon, quand même. Et voilà, c'est clair, la conclusion de cette étude, c'est que les gens qui ont un manque d'hormones thyroïdiennes et qui peuvent, voire même une hypothyroïdie mineure, subclinique, comme on les appelle, ont plus de problèmes pour s'endormir, il faut plus de temps pour s'endormir, ils dorment moins longtemps et ils sont moins satisfaits de la qualité de leur sommeil. Voilà, une tendance vers l'insomnie. Donc, vous voyez, ce que je vous racontais, parce que moi je suis très sensible, dès que ma thyroïde est un peu basse, je ne dors pas bien, je prends un peu plus, pouf, je redors très bien. Ben voilà, il n'y a pas que moi, comme vous pouvez voir.
preuve scientifique, référence de qualité. Je vous ai montré comment on pouvait affirmer que la référence était de qualité. Alors, apnée du sommeil, même chose, il y a un lien avec l'hypothyroïdie, c'est bien publié, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Bon, les causes sont complexes, il peut y avoir évidemment la cause de l'excès de poids, mais bon, c'est pas aussi simple. Et alors ça, j'ai quand même appris, vous savez ici, parce que le syndrome des jambes sans repos est fortement lié à l'hypothyroïdie. Ça, je dois dire que bon, j'aurais dit oui, mais je ne suis pas spécialement l'attention accaparée par ça. Donc, vous voyez, on fait de la recherche, on cherche PubMed, on prépare une information, une éducation ici au public et on trouve des choses. Et moi, j'apprends. Vous apprenez, moi, j'apprends. C'est très bien. Et les animaux veulent la promenade. Bon, ça, je sais. On va avoir fini. Donc, syndrome des jambes sans repos, et voilà, il y a une prévalence considérablement plus élevée de syndrome des jambes sans repos chez les hypothyroïdiens par rapport aux gens qui ont une fonction thyroïdienne normale. Et ça peut se comprendre, il y a des micro-crampes, enfin, il y a plein d'explications possibles. Bon, vous savez, le syndrome des jambes sans repos n'est pas très bien compris. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des explications tarabiscotées. Ce qui est intéressant pour nous, cliniciens, pour vous, patients, pour les professionnels de la santé, c'est de connaître le lien et donc d'aller évaluer la fonction thyroïdienne si vous avez affaire à une plainte de jambes sans repos. Et donc voilà, la conclusion de l'article est très simple. Il y a une association entre les dysfonctions thyroïdiennes et les problèmes de sommeil. Donc quand il y a des problèmes de sommeil, allez explorer la thyroïde. Et quand il y a des problèmes thyroïdiens, interrogez les patients, faites faire éventuellement des évaluations de la profondeur du sommeil. Il y a tout un tas d'outils performants de nos jours pour le faire. Et voilà, notre lien est renforcé, établi, expérience personnelle, expérience clinique avec des dizaines, des centaines de patients et une bonne publication très récente d'il y a quelques jours. Tout ça n'a pas empêché Maître Oxo de se farcir une très bonne petite sieste, mais maintenant, c'est parti pour la promenade. Merci à vous et à la semaine prochaine.